Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du début du XXe siècle. Alors installez-vous pendant que nous partons pour le Canada. Caroline Ann Davies est née en Angleterre le 28 avril 1897, mais comme sa mère s'appelait aussi Caroline. Elle était connue sous le nom de Carrie. Elle n'a pas grandi dans des circonstances favorables. Son père, ancien soldat britannique, fut blessé en Afrique du Sud à la fin du XIXe siècle. L'éducation était obligatoire pour tous les enfants en Angleterre et en 1899, l'âge de fin de scolarité a été porté à 12 ans. Carrie était une élève travailleuse et dévouée, mais comme tant de jeunes filles, à l'époque, elle a quitté l'école dès qu'elle a pu afin de trouver du travail et d'aider sa famille. Les choses changeaient en Angleterre. En 1907, une grande partie du métro londonien avait été électrifiée. Les voitures commencèrent à remplacer les chevaux dans les rues. Et en plus des avancées technologiques, la ville de Londres s'était imposée comme le plus grand centre financier du monde. En 1908, une forte inflation et des salaires stagnants ont provoqué un vif mécontentement chez les ouvriers, alors que la prospérité des classes moyennes et supérieures devenait plus visible. Cette année a connu plusieurs grèves, surtout dans le coton et la construction navale touchées peut-être par des suppressions d'emplois. Mais de nouvelles opportunités sont apparues pour les travailleurs prêts à s'installer dans d'autres pays, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États-Unis. En 1913, Carey a quitté l'Angleterre pour un poste à Toronto. Le gouvernement du Canada menait une campagne pour encourager les jeunes femmes travailleuses, respectables et célibataires, issues principalement de milieux modestes. Au début du XXe siècle, au Canada, les opportunités d'emploi pour les femmes ont augmenté et beaucoup de jeunes femmes préféraient les magasins et usines aux métiers domestiques traditionnels. Travailler pour une famille aisée de Toronto restait une position respectable, et à l'arrivée de Carrie au Canada, plus de 27% de la main-d'œuvre féminine travaillait dans le service domestique. Le Canada semblait passionnant. Entre 1896 et 1914, le pays avait l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde. Carey s'est vu proposer un poste chez M. Charles Albert Massé, dit Berthe. Il vivait au 169, chemin Walmer, avec sa femme nommée Rhoda et leur fils adolescent, qui s'appelait aussi Charles Albert. Bert était un petit-fils de M. Hart Massé, qui au XIXe siècle avait été un homme d'affaires très en vue et extrêmement prospère. Il avait fondé la société Massé Manufacturing, qui produisait du matériel agricole. En 1891, la société avait fusionné avec la société A. Harrison et avait été renommée Massé Harris Limited. Elle est rapidement devenue la plus grande entreprise de matériel agricole de l'Empire britannique. Cependant, Bert n'avait pas vraiment bénéficié de la richesse de son grand-père et ne travaillait pas dans l'entreprise familiale. Il travaillait plutôt comme vendeur de voitures. L'industrie automobile se développait. Ford a lancé le modèle T en 1908 produit en série dès 1909. Cela a permis à la classe moyenne d'y accéder plus facilement. La possession de voitures a augmenté en Amérique du Nord. Les personnes qui ne savaient pas que Bert était un Massé ne se rendaient peut-être pas compte qu'il faisait partie de l'une des familles les plus puissantes du Canada. On l'avait décrit comme quelqu'un dont les intentions n'étaient pas toujours honorables et comme une personne qui aimait socialiser. On pensait que ses cousins riches, Vincent et Raymond, qui dirigeaient Pentable entreprise familiale, avaient remis en question son choix de carrière. Carrie a commencé à travailler pour les Massé en 1913 et était une employée très responsable et fiable. Elle accomplissait ses tâches avec soin et n'a jamais donné à monsieur et madame Massé de raison de se plaindre. À bien des égards, elle était la femme de chambre parfaite. Elle ne sortait que rarement. Au lieu de cela, elle préférait économiser son salaire et envoyer de l'argent à sa mère veuve en Angleterre, qui élevait les 3 jeunes sœurs de Carrie. En 1914, après le début de la Première Guerre mondiale, l'argent que Carrie envoyait à sa mère devint encore plus crucial, car la vie en Angleterre se compliquait. Le dimanche 7 février 1915, Carrie commença la journée comme n'importe quel autre dimanche, bien que Madame Massé ne soit pas à la maison, car elle était partie dans le Connecticut rendre visite à sa famille. Plus tard, le jeune Charles Albert Massé sortit, ce qui signifiait que Carrie restait seule dans la maison avec Monsieur Bert Massé.
Depuis qu'elle avait commencé à travailler pour la famille 2 ans plus tôt, M. Massey lui avait prêté peu d'attention. Mais quelques jours auparavant, il avait bu et s'était approché d'elle en faisant des commentaires obscènes. Carrie savait que ce dimanche-là, il avait passé un certain temps à boire. Encore une fois, il s'est approché d'elle et, maladroitement, lui a offert une bague en remerciement de ses services. Mais elle fut surprise lorsqu'il passa alors ses mains autour de sa taille et l'embrassa. Heureusement, Carrie a pu se dégager de lui. Mais quelques instants plus tard, il lui a demandé de venir dans sa chambre pour faire son lit. Bien qu'elle soit inquiète, elle savait qu'elle devrait accéder à sa demande. Lorsqu'elle est entrée dans la pièce, il l'a de nouveau attrapée et l'a jetée sur le lit. Carrie a réussi à le repousser. Evel est montée à l'étage et s'est enfermée dans sa chambre. Ne voulant pas rester dans la maison, elle partit bientôt et alla voir sa sœur, qui vivait dans le quartier de Cabbage Town de la ville. Elle était mariée et c'était la seule parente que Carrie avait au Canada. La sœur de Carrie savait que la situation était difficile. Carrie n'avait jamais eu à se plaindre de monsieur et madame Massey, et sa sœur voulait le meilleur pour elle. Elle lui rappela que même si les jeunes femmes qui travaillaient comme domestiques recevaient un salaire relativement bas, Carrie vivait dans une belle maison et pouvait envoyer de l'argent à sa mère. Elle lui conseilla de retourner à la maison et de continuer son travail. Madame Massey reviendrait bientôt et tout redeviendrait normal. Elle lui dit aussi de ne pas signaler l'incident à la police. Cela ne servirait pas, ce serait la parole de Carrie contre celle de monsieur Charles Albert Massey, membre de la célèbre famille Massey. Malgré le comportement inacceptable et peu courtois de monsieur Massey, Carrie n'aurait pas grand-chose à gagner en le signalant. Cela laissa Carrie se demander quelle était la meilleure chose à faire. On lui avait donné l'occasion de travailler au Canada et, en tant qu'employée fiable et digne de confiance, elle ne voulait pas décevoir les Massey. Mais elle était aussi une jeune femme respectable et honorable, et elle craignait d'être ruinée si M. Massey parvenait à lui imposer sa volonté. Ce soir-là, à 23h20, elle est retournée chez les Massey, 169 chemin Walmer. Le lendemain matin, le lundi 8 février, Carrie se leva, s'habilla et descendit préparer le petit déjeuner. Elle évita M. Massey qui partit peu après travailler, laissant Carrie seule. Elle restait très agitée par les événements de la veille, ce qui l'affectait. Elle jugeait inapproprié qu'un maître l'ait embrassée et tentait de se forcer sur elle. Ce soir-là, Bear est rentré du travail. Il faisait sombre et froid. Alors qu'il descendait le chemin, Carrie a surgi dehors. Dans sa main, Carrie tenait fermement une arme. Elle s'est dit « Tu as ruiné ma vie ». Mais avant que Berthe ait eu le temps de réagir, elle a tiré 2 coups, dont le second l'a touché en pleine poitrine. Il s'est retourné comme pour s'enfuir, mais en le faisant, il est tombé au sol. Un livreur de journaux, témoin de la scène, fut le premier à le voir. Les habitants inquiets, ayant entendu les coups de feu, sont vite sortis. Ils furent choqués de voir leur voisin allongé par terre. Ils ont essayé d'aider, mais seulement quelques minutes après avoir été touché par balle, M. Charles Albert Massey est décédé. Il n'a pas fallu longtemps pour que la police arrive. Ils sont entrés au 169 Warmer Road. À l'étage, dans sa chambre sous les combles, ils ont trouvé la jeune Carrie Ann Davies. Elle leur a dit qu'elle allait au commissariat pour avouer. Une enquête a été menée. Un témoin nommé Béatrice Dinis, qui habitait tout près au 126 rue Warmer, a déclaré qu'elle marchait du côté ouest de la rue et avait vu M. Massey de l'autre côté. Elle l'a vu se diriger vers sa maison, il était presque à ses marches quand elle a entendu un coup de feu. Elle a regardé et l'a vu, il a essayé de revenir sur le trottoir, il a fait à peu près la moitié du chemin et il y a eu un autre coup de feu. Il a alors trébuché et est tombé. Il y avait d'autres témoins du crime, mais Carrie n'a pas nié avoir tiré sur M. Massey. Dans une déclaration émotive, elle a dit « Quand j'ai vu M. Massey descendre la route, j'ai perdu le contrôle de moi-même. Tout est devenu flou devant moi. Je n'ai pensé qu'à lui me faisant du mal, et je savais que je devrais me défendre d'une manière ou d'une autre. Je ne pensais qu'au revolver dans la chambre du petit garçon. Il a commencé à courir et je continuais à tirer sur le revolver, mais la détente ne semblait pas fonctionner. Je ne pouvais penser qu'à lui me faisant du mal. L'enquête a conclu que Carrie avait bien tiré sur Charles Massey et qu'elle serait désormais jugée pour son meurtre. En attendant son procès, Carrie a reçu des centaines de lettres de soutien.
Nombre d'entre elles contenaient des dons. Les lettres ne venaient pas seulement de la province de l'Ontario, mais de tout le Canada et d'Angleterre. Elle a reçu assez d'argent pour pouvoir engager les services d'un avocat très respectable nommé Hartley DeWitt. Les journaux étaient jeints et fascinés par l'histoire, et pendant les semaines suivantes, l'affaire de Carrie Ann Davis a dominé les gros titres, malgré le fait que des centaines de milliers de jeunes Canadiens courageux combattaient sur les champs de bataille d'Europe alors que la Première Guerre mondiale secouait le continent. Le journal, le Toronto Daily Star, semblait vraiment soutenir les difficultés de Carrie. Une jeune fille vulnérable, loin de sa mère, cherchant à améliorer sa situation, contrainte de se défendre contre son employeur. Un lecteur avait écrit « Je pense que notre pays compte de nombreuses jeunes travailleuses, dont vertueuses. Avec un tel sens de l'honneur, on peut encore espérer qu'une fille ou une femme vive au Canada, au bureau, à l'usine ou chez elle, sans craindre les hommes, une peur malheureusement trop fréquente aujourd'hui. » Le journal a aussi organisé des dons pour financer la défense de Carrie. Mais tous les journaux n'ont pas appuyé Mademoiselle Davis. Certains s'avèrent que les Masse formèrent une famille respectable et les soutenaient toujours. Monsieur Massé a été abattu lors d'une attaque préméditée, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée de travail. Il était aussi indiqué que Carrie avait des antécédents d'épilepsie, ce qui la faisait parfois agir comme si elle était folle. Il a été suggéré qu'un crime avait peut-être été commis pendant une période de folie passagère. Un procès s'est tenu au tribunal des femmes de Toronto devant le juge en chef William Mullock. Cependant, le jury était composé uniquement d'hommes. Ce type d'affaire n'était pas habituellement présenté devant le tribunal des femmes de Toronto. La plupart du temps, les juges présidaient d'un faté des affaires où des femmes étaient poursuivies pour des faits tels que l'ivresse, le vagabondage et la prostitution. Un journal a écrit que parmi les femmes habituellement jugées, Mademoiselle Carrie Ann Davis ressemblait à une élève douce et gentille d'une école du dimanche. L'affaire pour la couronne était menée par le célèbre procureur M. Ernest Edward Arthur Duvernay. Il a exposé comment M. Charles Albert Massé se dirigeait vers sa porte d'entrée lorsqu'il a été abattu par l'accusé et a rappelé au tribunal que, bien que Mademoiselle Davis donnerait les raisons de son acte, M. Massé était désormais décédé, de sorte que le jury ne pourrait pas entendre une version alternative des événements ayant conduit à sa mort tragique en début de soirée, le lundi 8 février 1915. L'avocat de Carré, M. Hartley DeWitt, a proposé une défense très différente. Il s'est concentré sur la vulnérabilité d'une jeune femme britannique de 18 ans qui avait grandi dans des conditions précaires en Angleterre et qui était venue au Canada pour occuper un poste très recherché dans le service domestique dans l'une des maisons des plus privilégiées de la société torontoise. Il a déclaré devant les tribunaux que malgré son origine modeste, elle avait été élevée de manière très respectable, reflétant les valeurs attendues d'une jeune femme en 1915 et qu'elle croyait que son employeur ne devait pas essayer de lui imposer quoi que ce soit. Il s'est tourné vers le jury et a dit « Nous nous sommes imposés, en tant que Canadiens, le devoir d'être les fiduciaires, et les gardiens de ces des jeunes filles qui viennent de foyers comme celui-ci au Canada. » Hartley DeWitt a également appelé un médecin à la barre des témoins qui a informé le tribunal que la prévenue avait toujours sa vertu. Monsieur DeWitt a affirmé que Mademoiselle Carrie Ann Davis avait tiré sur Monsieur Massé uniquement pour défendre son honneur face à un assaillant traître. Cependant, l'accusation ne croyait pas qu'il s'agissait d'un acte impulsif. Sous l'emprise de l'émotion, à la suite des avances non désirées de M. Massé, ils ont rappelé au jury qu'il avait travaillé toute la journée et que, depuis l'incident de la veille au soir, il n'avait fait aucun commentaire ou suggestion inappropriée envers Mademoiselle Davis. Mais pendant ce temps, l'accusé avait pris l'arme de son employeur, l'avait chargé et avait attendu de le voir s'approcher de la porte d'entrée. Elle est sortie et lui a tiré dessus. Cela laisserait penser à n'importe qui que le meurtre de M. Massé avait été prémédité. Hartley DeWitt, avocat compétent, a présenté Mademoiselle Davy comme la vraie victime du crime durant tout le procès. Il a habilement mis en avant ses fortes valeurs morales, son sens du devoir et la grande vulnérabilité de sa situation, loin de sa mère et travaillant pour une des familles les plus puissantes du pays.
Vers la fin du procès, Carrie a été appelée à témoigner. Elle a consciencieusement raconté au tribunal les événements qui l'ont amenée à tirer sur M. Massey. Pendant son témoignage, elle avait l'apparence et le ton d'une jeune servante courtoise et sans défense qui s'était vaillamment défendue contre les avances non désirées de son maître. Lorsque Hartley Jewett a résumé l'affaire, il a déclaré que Mademoiselle Davies avait ressenti tout le poids de l'attaque dont elle avait été victime. Vous pouvez aisément imaginer la torture qu'elle a endurée, s'inquiétant des abus futurs. Il a ajouté que le coup de feu était un acte impulsif, car elle essayait désespérément d'empêcher de devenir une femme déchue. Après que la défense et l'accusation eurent à en présenter leur plaidoirie finale, le juge a résumé l'affaire. Il était clair que la façon dont M. Jewett avait décrit l'accusée, jeune femme vulnérable et véritable victime, avait touché toute la salle d'audience. Le jury a délibéré pendant seulement 30 minutes avant de revenir pour prononcer le verdict de non-culpabilité. Cela a été accueilli par des acclamations et des applaudissements, tant à l'intérieur de la salle d'audience que parmi les nombreuses personnes qui attendaient patiemment à l'extérieur. Le juge, M. William Mullock, a regardé l'accusé et a dit « Le jury a conclu que lorsque vous avez tué M. Massey, vous aviez perdu le contrôle de vous-même et qu'à ce moment-là, vous n'aviez aucune intention meurtrière. » Les journaux ont indiqué que de nombreuses personnes au procès ont été émues par le verdict. Ils ont conclu que le verdict de non-culpabilité était un triomphe des valeurs traditionnelles et morales à une époque où les choses changeaient au Canada. Après son acquittement, la frénésie médiatique entourant l'affaire s'est rapidement calmée et les récits provenant des tranchées en Belgique et en France ont de nouveau dominé les premières pages des journaux. Carrie s'est vue offrir des postes dans d'autres foyers, mais elle n'avait aucune envie de retourner au service domestique et, alors que la guerre faisait rage en Europe, elle a disparu de l'attention du public. Elle a finalement épousé un fermier nommé Monsieur Charles Brown et ensemble, ils ont eu 2 enfants. Elle a dédié beaucoup de temps aux organisations caritatives et n'a plus évoqué les événements du lundi 8 février 1915. Elle est décédée le 5 octobre 1961 à 64 ans et enterrée au cimetière Hillcrest à Alton Hills, Ontario. En 1953, Massey Harris Limited a fusionné avec la société britannique Ferguson pour devenir Massey Ferguson. En 1997, la société a transféré son siège de l'Ontario à Buffalo, États-Unis. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou suggestions. Et j'espère vous retrouver tous lors du prochain Briefcase.